je profite de cette agora, et après je laisserai la parole à Léa, pour dire ceci. Et là, c'est une véritable supplique que je vous adresse. Pour travailler moi-même sur un logiciel de gestion de cabinet médical, j'ai fait 3 ans de code, du code informatique. Je sais combien les données peuvent être manipulées, manipulables, combien elles peuvent être percées à jour, détournées, utilisées. Actuellement, une mode de geek, puisque le mot est à la mode, porte à vous faire utiliser ce qu'on appelle les objets connectés. Et vous avez vu que Apple et d'autres, Google, sortent, et c'est à qui le sortira le plus vite, un nouvel objet connecté. C'est à celui qui portera le premier sa montre connectée. Qu'est-ce qui se passe? On recueille vos données. Pour nous, médecins, du moins pour moi, 3 données sont essentielles, que j'aimerais pouvoir recueillir en direct, effectivement, sur mon ordinateur. C'est votre fréquence cardiaque. Si jamais vous avez un trouble du rythme, je peux le savoir. C'est intéressant. C'est votre courbe tensionnelle. C'est intéressant. C'est votre courbe glycémique, pour éviter éventuellement l'hypoglycémie. C'est intéressant. Voilà des données collectées qui sont effectivement intéressantes, utiles et salvatrices. Mais ça ne s'arrête pas là. On vous propose de mesurer votre respiration, le nombre de pas, le nombre de kilomètres, le nombre d'éveils durant vos nuits, votre prise pondérale, savoir si oui ou non vous consommez tant de calories ou moins de calories. Mais ça ne s'arrête pas là. On vous propose de les inscrire à partir de votre iPhone ou votre iPad ou Dieu sait quel Samsung sur vos réseaux sociaux. Et vous les livrez. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Et c'est là qu'intervient ma supplique. Parce qu'un jour, toutes ces données qui vous concernent, qui sont des données absolument personnelles, n'imaginez pas un demi-instant, surtout si elles sont sur le cloud, qu'elles resteront confidentielles. Un jour, ce seront les banques qui s'intéresseront à vos données. Ce seront les employeurs, les grandes entreprises qui s'intéresseront à vos données. Et on vous refusera le prêt que vous souhaitez solliciter parce que vous avez une tendance à prendre de l'embonpoint ou parce que votre courbe de cholestérol augmente, etc., etc. Donc c'est comme une supplique que je vous adresse. Nous sommes véritablement à un tournant. Nous allons utiliser de plus en plus d'objets connectés. Et là, je pense qu'il va vous falloir apprendre à dire non, je ne souhaite pas que mes données soient externalisées de façon non anonymée. Ce qui est à l'inverse de ce que nous allons évoquer avec le professeur Didier Sicard, c'est-à-dire la collecte de données anonymes pour faire avancer l'efficience prospective en matière d'utilisation de médicaments et de protocoles, bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé, j'ai profité de cette agora, pardonnez-moi pour cette prise de temps, mais c'est vraiment un cri du cœur que je souhaitais dire ce soir. Attention à vos données personnelles, vous êtes des individus, vous n'êtes pas juste des données commerciales. Ne tendez pas la corde qui va finir par vous pendre. Voilà, exactement. Donc, Léa, à toi, détends l'atmosphère. Monsieur Sicard, c'était un cri du cœur que vous avez lancé. Vous voulez nous avertir, vous voulez convaincre les médecins de dire non à leurs patients et les patients de dire non, de ne pas suivre, de ne pas être des moutons. Et vous nous avez confié tout à l'heure être optimiste. Vous pensez que votre message va porter. Quels sont les signes de la société qui vous aident à garder cet optimisme malgré l'avis contraire de Jean-Noël? C'était une situation assez étrange parce que j'étais invité aux États-Unis au mois de mars dernier à Boston, dans la Mecque hospitalière la plus prestigieuse au monde. Et ma surprise a été, alors que je m'attendais à trouver un univers numérique envahissant où vraiment la personne avait disparu, absolument le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une telle accessibilité technologique dans la chambre du malade. Le scanner, l'échographie, tous les appareils sont dans la chambre. Il n'y a pas d'éloignement. Donc le malade est en même temps examiné, interrogé. Il n'y a pas de lieu séparé pour la technique et pour la personne. Le paradoxe, c'est que plus la technique est arrivée à ce degré d'aisance
et plus la personne est au cœur de la relation. Et en témoigne d'ailleurs un seul exemple, c'est qu'un téléphone portable dans l'hôpital, c'est exactement comme si, je le disais, on arrivait avec une cigarette au bec, au chevet d'un malade. On respecte un malade, on n'est pas dérangé par un téléphone portable. C'est-à-dire que dans l'univers technologique le plus sophistiqué au monde, et on le voit d'ailleurs avec les dirigeants d'Apple qui disent à leurs enfants de se protéger de tous ces appareils, ces appareils ont une telle disponibilité qu'ils ne fascinent plus et qui sont là, font dans la chambre, comme des éléments au service du malade. Ils sont plus la technique qui fait que le malade s'adapte à la technique, c'est la technique qui s'adapte. Et je pense que les Américains, dans ce lieu prestigieux de Boston, nous montrent qu'un jour, plus la technique se développera, plus, à un moment donné, elle cède le pas devant la personne. Nous, en France, on est encore, ou en Europe, fascinés par tous ces appareils, qui nous paraissent être de l'hypermodernité, tous nos enfants, nos petits-enfants vivent avec une situation d'addiction. Bon, ça va passer. Mais ce qui est très, très étrange, c'est que c'est comme si on était arrivé à une ère aux États-Unis, je ne connais pas Singapour, où vous avez été il y a peu de temps, à l'ère post-technologique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la technologie, c'est comme un crayon, c'est comme... c'est tellement évident que la personne redevient centrale. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas non plus avoir... C'est pas une question de technophobie, parce que si on commence à dire avant c'était mieux, pas du tout. Moi j'ai vu la médecine inhumaine, la médecine inefficace. J'appartiens à une génération où les malades mouraient de cirrhose alcoolique. Et donc j'ai vu des progrès qui m'ont fasciné, mais en même temps, au fond, la personne existait. Et la disparition contemporaine de la personne, de sa parole, ne me paraît pas définitive. Et je pense qu'il y a un moment où la technologie, quelle qu'elle soit, d'images, de chiffres, d'antigènes, etc., reviendra au service, et non pas comme une sorte d'autel devant lequel on se prosterne. Oui, allô. Je vais vous demander de nous faire encore voyager. Vous avez beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est, vous êtes spécialiste du système de santé au Laos. Boris Cyrulnik nous confiait que les Asiatiques avaient une conception particulière de la politesse. Qu'en est-il de la relation aux malades dans ces pays-là? Est-elle particulière? Quelque chose vous a-t-il choqué, vous a-t-il marqué? Non, c'est très intéressant ce que disait Boris Cyrulnik sur l'accompagnement de l'enfant. Effectivement, jamais un enfant sera abandonné entre 0 et 2 ans. Et effectivement, l'adolescence va être très différemment vécue en Asie, en particulier au Laos, où les personnes vont être entravées dans leur développement individuel. C'est impensable d'encourager un Laotien d'être le premier dans un article médical et dire « Ah mais non, ça ne m'intéresse pas je suis ridicule si je suis le premier ». Donc ce qui est très intéressant, c'est que chaque culture a une vision du rapport au groupe qui est radicalement différente. Mais ce qui m'a frappé, ce qui fait que ça a changé ma vie, un petit peu comme Damas, et que quand on change de culture, c'est que revoir la médecine française avec un regard asiatique montre au fond que la médecine est étonnamment culturellement intégrée à un lieu. Je suis sûr que la médecine en Corse n'est pas la même qu'en Bretagne ou dans le Pas-de-Calais, que les symptômes ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est que la technique, elle réduit, elle uniformise la relation de son corps à la médecine et finit par anéantir toute capacité de discernement et de relation. Or, on parle de son corps en fonction de ce qu'on a appris de ses parents,
Et on le voit très bien. Moi, j'aurais vu, un peu comme un ethnologue, j'aurais vu disparaître les mots. J'aurais vu disparaître les mots de la souffrance, comme si les malades, et peut-être moi-même, avaient renoncé à chercher dans les mots l'identification d'un mal. Parce que l'image, eh bien, elle va se substituer au mot, et elle va montrer un triangle, un rond, une tache. Qu'est-ce que c'est que les mots? Les mots encombrent. Et donc, au fond, j'aurais appris par mon séjour en Asie que la culture d'une personne, qu'elle soit dans un département français, ou qu'elle soit département d'outre-mer, ou qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit la parole, l'écoute de cette parole dans son incarnation est tellement plus importante que le recours à une technique anonymisante, même si, comme tous les médecins, je passe mon temps à l'utiliser. Il n'y a pas une fois où je dis que je suis contre la technique, simplement je suis contre cette espèce de totale fascination. Et que, sur le plan économique, nous sommes le pays qui réfléchit le moins par rapport à d'autres pays d'Europe, en Allemagne, en Angleterre, où c'est pas évident d'avoir accès à n'importe quoi. C'est pas évident de demander une IRM pour voir si l'arthrose vertébrale est aussi importante que la radio le dit. Et je trouve que cette facilité, cette absence de réflexion, on est ici au Lazaret pour réfléchir, on n'est pas là pour avoir des mots d'ordre et que je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, simplement, au fond, apprendre à penser. Et que ce que je crains, c'est qu'il y a un moment où la dictature du marché éteint la capacité de penser. Pour essayer d'élargir le propos et donner davantage de possibilités au public de poser certaines questions sur une thématique qui va fortement les intéresser, je pense, j'aimerais que vous présentiez d'abord vos tout derniers travaux, puisqu'il y a encore 3 jours à peine vous planchiez dessus, à savoir ces travaux qui ont été évoqués dans l'article de Jean-Marc Raphaël dans Corse Matin aujourd'hui, qui concernent les directives anticipées. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que recouvrent ces termes directives anticipées? Dans la loi Claes-Leonetti, qui sera probablement votée peut-être à la fin de l'année ou peut-être au début de l'année, parce que le Sénat l'a rejetée par une conjonction de personnes qui étaient favorables à l'euthanasie, comme les Belges et les Hollandais, et avec des droites conservatrices qui ne voulaient pas entendre parler de la moindre modification. Donc cette conjonction a abouti à ce que le Sénat la rejette, et donc il va y avoir un aller-retour, et ça va retarder jusque peut-être décembre ou janvier, je ne sais pas. Dans cette loi, il y a la notion de directive anticipée contraignante, c'est-à-dire que quelqu'un pourra écrire à 15 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans, 105 ans, 110 ans, ce qu'il souhaite si son état de conscience est définitivement aboli parce qu'il est dans un état dit végétatif, qu'il ne peut plus s'exprimer, et qu'il puisse, à la lumière de Vincent Lambert et d'autres situations, pouvoir dire à la médecine de façon anticipée: si je ne suis plus jamais en état de conscience, je ne veux pas continuer à vivre dans ces conditions. Le problème, parce que pour les Français, pour n'importe quel être humain au monde, écrire des directives anticipées pour le futur, c'est-à-dire figer le futur dans un papier 1824, apparaît comme une aporie, comme une impossibilité. Je ne sais pas quel jour je vais mourir, comment voulez-vous que j'écrive un papier, je ne veux pas de respiration, ça n'a pas de sens. En revanche, si un jour je suis dans un état définitivement inconscient, je veux ou je ne veux pas qu'on poursuive ma réanimation simplement pour que je continue d'exister au monde, simplement comme un corps pour ma famille, pour ceux qui m'aiment, et comme Sharon, qui a vécu 12 ans à Jérusalem dans un état d'inconscience. Est-ce que la médecine, très embarrassée dans cette situation, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas? La famille, on l'a vu, se disloque. Et donc, pouvoir anticiper de façon
on ne sait pas très bien à quel moment, mais on a un moment d'angoisse, on a un ami qui a eu un accident de voiture dramatique, et il est définitivement dans le coma. Est-ce que, s'il m'arrivait telle chose, est-ce que j'accepterais d'être dans un hôpital pendant plusieurs années? Ou bien j'ai une maladie dégénérative épouvantable, je fais un accident de plongée et on m'a ramené 10 minutes après, et puis le cerveau n'a pas été oxygéné, je serais définitivement... Est-ce que je veux rester dans cet état pendant des années? Parce que la médecine peut faire vivre un corps, indéfiniment, sinon indéfiniment, au moins, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vivre 80 ans. Et donc, à partir du moment où la médecine a changé la relation à la mort, qu'un être humain en relation avec la médecine, dans sa liberté absolue, non pas se dise « Ah oui, mais peut-être que je suis en bonne santé, mais si je suis dans un hôpital et puis en train de mourir de je ne sais pas quelle maladie, ben peut-être que j'aurais pas envie de mourir, et que personne n'a peut-être envie de mourir dans cette situation de mort imminente. Mais que si on est dans un état de coma définitif, à ce moment-là, il n'y a plus de choix, on ne peut pas changer, puisque est-ce que l'on accepte, est-ce qu'on anticipe cette situation? Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. En tout cas, on a rédigé un document qui sera soumis au Conseil d'État au mois d'octobre et qui sera rendu public, je pense, au mois de novembre ou au mois de décembre. Et vous pourrez, vous, en juger comme, je pense, un document de liberté et non pas un document vécu comme une espèce d'anticipation de contrainte. Alors, concrètement, ça veut dire que si c'est avalisé, tout un chacun pourra s'adresser éventuellement soit à son médecin, soit à une institution comme l'hôpital, et signifier sur un document qui n'est pas donc une gravure dans le marbre, mais un instantané intenté qui exprime donc un souhait précis à appliquer dans certaines circonstances qui seraient décrites par le patient lui-même. C'est ça. Oui, si je suis dans un état d'inconscience où je ne peux plus communiquer définitivement avec mon entourage, je veux que le document que j'ai écrit serve de contrainte à la médecine et à ma famille. C'est un pas énorme, ça. Je pense que ça ne sera jamais écrit par 100% des Français, mais actuellement on est à 1% des Français. Donc c'est rien. Donc les Allemands sont entre 15 et 20%. Moi je pense que le document qu'on a écrit, vous verrez, je pense c'est un document de liberté, plutôt d'encouragement. C'est pas un document angoissant, c'est un document qui fait qu'on a envie de se l'approprier, je crois. Et quelle différence alors avec ce qui est proposé par l'association pour le droit de mourir dans la dignité? Alors, l'association de droit pour la mourir dans la dignité dit je demande à ce que dans certaines conditions on procède à une euthanasie. Donc c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que l'euthanasie imposée à la médecine, parce que c'est le vœu du malade, 1000 fois respectable, mais enfin, je ne vais pas aborder le sujet, mais le problème de l'euthanasie, c'est pas le problème frontal auquel je me suis heurté en 2012, c'est que la mort de soi et la mort des autres, c'est radicalement différent. Autrement dit, quand on meurt par euthanasie, on croit qu'on exprime sa liberté. En fait, on blesse la liberté des autres. Et il y a quelque chose qui fait qu'un être humain seul me paraît être, et Boris Cyrulnik l'évoquait d'ailleurs, le rapport social. Nous sommes une société où le rapport à l'autre, où le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre, comme disait Paul Ricoeur. Et par conséquent, si on est renvoyé à sa propre volonté dans une certaine indifférence sur la façon dont l'autre vécut, tel que j'ai pu le voir moi-même en Belgique avec l'effroi de ceux qui sont présents, je pense qu'on ne peut pas simplement en faire une question individuelle de légitimité de son propre jugement. Je pense que nous sommes tous connectés, pour une fois. Nous sommes connectés aux autres et que, autant je crois que la médecine peut aider à mourir. En même temps, je crois que le geste tel que j'ai pu le voir au Benelux
une injection létale qui tue en 1 minute 30. Je ne voudrais pas trop aborder le sujet parce qu'on n'en finira pas à 5 heures du matin, au petit déjeuner, on continuera. Je pense qu'il y a une violence du geste qui me paraît incompatible avec une solidarité. Nous avons une question devant. Professeur Sicard, moi, comme le médecin qui est à côté de vous, je veux vous remercier. Voilà, parce que vous avez fortifié ma pensée ce soir. Et je réalise que dans ce que vous avez dit, et qui peut être étendu à d'autres domaines que la médecine, dire non, c'est toujours devoir se justifier, au minimum. C'est parfois risquer sa vie, comme l'a montré Boris Cyrulnik, tout cela a des degrés, mais c'est toujours devoir se justifier. Quand vous dites oui, vous n'avez jamais à vous justifier. Jamais. Et moi, je me suis demandé d'où ça venait, ça. Eh bien, je pense que ceux qui nous font dire oui, ce sont toujours des pouvoirs, qu'ils soient politiques. Je prends Hitler, pouvoir politique, le parangon de la dictature, enfin, bon. Que ce soit des pouvoirs économiques, vous l'avez soulevé, que ce soit des pouvoirs médiatiques, etc., ils vous incitent à dire oui et à devenir conformes à ce que souhaitent, parce que tel est leur intérêt. Donc finalement, dire non, c'est analyser où sont les sources de pouvoir. Et surtout, qu'on cherche à ne pas se faire manipuler, et à mon sens, c'est ça, être citoyen. Donc, voilà. Et vous l'avez très très bien illustré dans votre exposé. Merci, mais je n'ai rien à ajouter à votre au fond, identification des Oui, pouvoirs. merci. Merci, c'est un témoignage. Bonsoir. Nicole Châtelet, que vous connaissez certainement, est venue ici il y a plusieurs années. Nicole Châtelet, c'est la sœur de Lionel Jospin, famille protestante extrêmement morale. Et elle est venue raconter la mort de sa mère qu'elle avait traduite dans son livre « Ma dernière leçon ». Ce n'était pas le livre une action de militante, mais simplement une action de témoignage. Et donc, c'est par rapport à ce cas-là que je voudrais vous poser ma question, à savoir que sa mère était sage-femme, extrêmement engagée, etc. Et donc, elle savait tout pour se donner elle-même sa propre mort, ce qu'elle n'appelait pas son suicide, mais son dernier acte de vie. Et elle avait décidé, elle avait fait savoir à toute sa famille, qui le savait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que lorsqu'elle serait dans le cas, non pas que vous avez cité, mais dans le cas de dépendance par rapport à autrui, ne plus pouvoir se lever, ne plus pouvoir s'habiller, ne plus pouvoir se laver, cet état de dépendance, qui n'est pas du tout un cas de déficience intellectuelle, etc., mais d'avoir besoin de l'autre pour les actes les plus simples, eh bien, elle déciderait alors de ce dernier acte de vie. Et tout ce livre, qui est un livre extrêmement intéressant, poignant, formidable, avec une femme, Nicole Châtelet, qui n'était pas là pour faire du militantisme, mais pour parler de ce cas-là, eh bien, ce livre, c'est sa mère qui lui dit « c'est pour dans 15 jours ». Voilà, l'autre qui apparaît. Et voilà donc que la chose qui était connue par la famille, encore une famille de rigueur morale, qui était connue depuis plusieurs dizaines d'années, c'est dans 15 jours, c'est plus une idée, c'est quelque chose qui va arriver. Et donc la lutte de sa fille contre sa mère pour qu'elle ne fasse pas ce geste qu'elle avait pourtant accepté qu'elle fasse. Et ça va durer plusieurs mois. Ça va durer plusieurs mois, et c'est au bout de 5 ou 6 mois que sa mère mettra fin à sa propre vie par son dernier acte de vie. Et ça se termine d'une manière extraordinairement forte,
puisque voilà une mère qui, chaque jour, fêtant l'anniversaire de sa fille, depuis des dizaines et dizaines d'années, lui téléphonait et sans un mot, criait le cri de l'enfant nouveau-né. C'est le cri qu'elle avait, Nicole Châtelet, crié en naissant. Et cette année-là, donc dans ces 6 mois-là, elle a attendu comme d'habitude, depuis des dizaines et dizaines d'années, ce coup de téléphone avec ce cri de l'enfant qui naît. Et le téléphone n'a jamais sonné. Elle était dans une désespérance absolue, elle ne savait pas ce qui allait se passer, pourquoi cela, pourquoi sa mère faisait-elle cela. Et le lendemain, pas le jour même, c'était impossible d'en parler, le lendemain ou dans les jours qui suivent, la conversation entre elle et sa mère de lui dire « c'est pour que tu t'habitues, ma fille ». Que pensez-vous de ce témoignage? J'ai rencontré Noël Châtelet, j'ai longuement parlé avec elle, j'en ai parlé avec l'ancien Premier ministre, qui était dans une situation dévastée. La relation mère-fille n'est pas forcément la relation mère-fils. Et quand je disais que la mort de soi et la mort de l'autre, on peut imaginer que dans une famille, la mort volontaire de l'un peut être une source de dévastation pour la famille. Et je crois que quand j'avais été en Hollande pour voir la législation hollandaise, discuter avec les médecins hollandais disaient, vous savez, je peux vous dire en tout cas que la situation de Madame Jospin et de Noël Châtelet, nous qui sommes une législation très avancée sur l'euthanasie, sur l'assistance au suicide, je peux vous dire que jamais nous n'aurions participé à cette histoire. Vous êtes une société étonnante parce que vous êtes bien en avance sur nous et pourtant vous interdisez l'euthanasie. Mais vous avez des situations qui, sur le plan humain, vous paraissent accessibles. Nous, qui sommes dans la pratique, nous refuserions. Parce que cela veut dire, ça donne un message où la performance d'un être humain, lorsqu'il n'est plus capable d'être toujours en situation d'activité et de crainte de dépendance, au fond, c'est ce qui va se passer en France dans les années 2040 ou 2050, où on va avoir des vingtaines de millions de gens qui auront 90 ans, 100 ans, 105 ans. Il va y avoir des pogroms de gens âgés, des gens qui diront « moi je ne vais tout de même pas peser économiquement sur mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants, s'il vous plaît ». Et qu'une société peut tout à fait répondre quelquefois à cette demande, mais de faire de la dignité d'un être humain une sorte de revendication de pouvoir mourir fait que Madame Jospin, elle est morte seule. Elle est morte seule. Sa fille n'était pas là parce que, se disant, moi je ne peux pas être présent parce que la loi l'interdit. Et quel est le plus grand drame d'un être humain que de mourir seul? Je pense que, au fond, tout être humain, au seuil de la mort, demande la présence d'une main, la présence... Je suis frappé en Asie, le moindre conducteur de Samelot, quand il meurt, il n'a pas forcément de famille, mais au moment de mourir, il aura une centaine ou 150 personnes qui, rattachées à une corde, suivent son cercueil avant la crémation. Et donc, il est relié. Et qu'un être humain qui, désespéré, meurt seul dans une chambre en prenant des médicaments, je peux parfaitement le comprendre, mais, comme je disais tout à l'heure, il blesse l'humanité. Je pense que les conséquences de son geste dépassent largement la liberté d'attenter à sa propre vie. Il n'y a rien de plus légitime que de vouloir arrêter sa propre vie à l'occasion d'une maladie, d'un âge très avancé. C'est peut-être ce que j'aurais envie de faire. Tout être humain est peut-être confronté à cette situation. Mais donner ce message
à une société et d'une extraordinaire violence. Et moi j'étais très frappé, durant mon tour de France, de rencontrer des personnes profondément handicapées sur le plan psychique et sur le plan physique, et qui disaient leur détresse. S'il y avait une loi sur l'euthanasie, ils disaient « mais nous on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à se faire comprendre, et nous sommes aussi heureux de vivre que vous, alors que vous pensez que nous sommes des gens malheureux, des gens qui n'avons pas de... » C'est ce qui a été d'ailleurs le raisonnement des années 30, où les gens les plus handicapés, la bénédiction c'était de les tuer. Et que même si les gens disent « mais non, c'est votre parole, personne ne voudra vous tuer », oui, mais disent-ils, on n'arrivera jamais au dernier moment à dire que non, la société considérera que c'est mieux, parce que nous ne sommes plus performants. Comme les vieux Algériens, je suis très frappé de voir qui ont 80 ans, qui sont en France depuis 50 ans, qui ne parlent pas très bien français, qui ont travaillé chez Renault pendant 50 ans, qui ont des petites retraites, 500 €, qui vivent à Clichy-sous-Bois, que j'ai été voir, et qui disaient, vous savez, nous, on reste en France parce que la médecine française, on a une grande confiance. On sait que c'est une des meilleures du monde. On sait que si on est malade, on sera opéré, on sera bien soigné. Mais s'il y a une chose dont on a peur, c'est que s'il y a en France une loi qui permet l'euthanasie, bien sûr, avec tout ce que vous direz qu'il faut l'exprimer volontairement, nous, on ne saura pas au dernier moment si on sera entendu, et on aura peur parce qu'on va coûter très cher, parce qu'on n'a plus de famille, on ne peut pas retourner en Algérie. Donc, s'il vous plaît, protégez-nous. Et donc, au fond, dans une société, ça peut paraître toujours un peu un lieu commun, mais la protection des plus vulnérables s'impose avant qu'une loi générale soit théoriquement égale, vue en tout cas de façon égalitaire. Il y a un paradoxe. Oui, merci. Et merci pour les applaudissements, c'est mérité. Il y a un paradoxe. La médecine permet de rallonger la vie, à la fois par ses actions de dépistage, malgré tout, prédictives aussi, les nouveaux traitements, surtout en cancérologie, rallonger la vie, pas bien longtemps, mais un peu quand même. L'hygiène de vie, les mesures d'hygiène de vie nous permettent effectivement, les conditions d'habitat, les conditions sociales nous permettent de repousser les limites de la fin de la vie. Et pourtant, on ne fait pas, me semble-t-il, tout ce qu'il y a à faire pour envisager le sort de nos vieux. Ici, je parle en Corse, c'est complètement différent. Moi-même étant ajaccien, je sais très bien combien la famille est sacrée, combien on a le souci de l'ancien. J'ai certainement beaucoup de plaisir à évoquer que c'est dans mon pays, dans ma terre natale, que l'on prend le mieux soin d'un ancien. Mais pour travailler sur le continent, je n'aime pas aller dans les maisons de retraite. Non pas parce que je n'aime pas les vieux, mais je n'aime pas ce qu'on en fait. Je n'aime pas la façon de les voir en randonnion dans les halls des maisons de retraite. Je n'aime pas cette façon qu'on a de les réveiller à 5h30 des fois, ou 6h, parce que les toilettes doivent être faites, de leur donner le dîner à 18h30, parce que malgré tout, il y a 32 heures de travail, il faut les respecter. Donc c'est bizarre ça. On a une médecine qui en même temps fait tout pour améliorer le confort de l'humain, repousser les limites de la vie, mais en même temps on a cette dichotomie avec des dispositions sociales dont on ne sait pas finalement, et je défie n'importe qui de me le dire, qu'est-ce que nous allons faire de nos vieux pourvu que ce ne soit pas soleil vert. Donc je vous pose la question, Didier. Oui, mais en fait c'est lié au fait que tous les artifices, quelquefois j'aurais tendance à appeler les arts ménagers de la médecine, c'est-à-dire toute l'imagerie, pour les personnes âgées, ça ne sert pas à grand-chose. Les personnes âgées, elles ont besoin de maintien dans la cité, et ce qu'ont fait les pays scandinaves en faisant disparaître, comme l'Italien ont fait disparaître les hôpitaux psychiatriques, et les Suédois, les Danois, les Norvégiens ont fait disparaître les maisons de vieux, disparaître. Et ont remis
les personnes âgées par petites unités de 5-6 personnes au sein, à côté de l'école, des enfants pour qu'ils entendent les enfants rire, au sein des petits villages, au sein... Et la société s'habitue, les enfants s'habituent à partager, alors que les enfants français, les personnes âgées, c'est un cauchemar, et personne ne veut y aller. Et donc c'est quelque chose qui changera. Et donc il y a une culture d'abandon, une culture d'indifférence, et qui changera forcément, parce qu'on ne peut pas continuer. D'autres pays ont pris le problème de façon centrale, pratique, en faisant que 800 personnes atteintes d'Alzheimer ensemble, mais c'est un film d'horreur, parce que ces personnes sont affolées. Une personne atteinte d'Alzheimer à petites unités, elle est sereine, malgré son Alzheimer. À 1000, elle est angoissée. Et donc, il y a toute une autre culture à inventer. Malheureusement, on n'en voit pas tellement les avancées. Moi, j'ai vu la loi sur le vieillissement que j'ai lue, 55 pages, je vous encourage à la lire, qui est de septembre 2014. C'est une loi merveilleuse. Il faudrait que toutes les personnes âgées aient accès à la nourriture qu'ils aiment, la musique qu'ils aiment, qu'il y ait un professeur de gymnastique, etc. C'est merveilleux. Il n'y a pas un centime, il n'y a pas un projet économique. Donc, et quand j'ai dit aux députés, je suis quand même étonné que vous fassiez une loi sans financement. Il me dit, oui, mais c'est une loi pour le futur. Est-ce que ça suscite des réactions dans le public, ce qui vient d'être dit là-bas? Ouais, moi j'avais plutôt une question sur votre intervention, pas tellement sur les sujets qu'on aborde maintenant. Donc en fait, moi c'est très concret. Aujourd'hui, alors que vous avez commencé sur le fait que les médecins, les jeunes médecins ne maîtrisaient plus un art, n'étaient plus des artisans, et en même temps, chaque maladie devient consensuelle au niveau diagnostic et au niveau thérapeutique. Comment concrètement, finalement, je peux dire à mon patient non? C'est-à-dire que mon patient, il va venir, j'ai peur d'avoir un cancer du sein, je ne sais plus chercher le cancer du sein, voilà, moi on m'a très peu appris finalement à toucher les mamelons et tout, et en fait il me sort le consensus. Le consensus me dit effectivement je dois faire les 2 mammographies. Concrètement, je ne peux pas lui dire voilà, en termes commerciaux, économiques, là vous voyez vraiment le principe de prévention de manière égoïste et tout, c'est-à-dire que j'ai pas d'artisanat pour lui répondre que moi sur ma palpation il n'y a pas de raison de le faire, lui il est armé d'un consensus qui me dit qu'effectivement, donc en fait, le médecin disparaît. Comment dire non dans ces conditions-là? Non, mais votre exemple est excellent, mais je réponds très simplement. Le consensus actuel, c'est qu'il faut faire un dépistage par la mammographie. Donc c'est rentrer dans les mœurs. Simplement, moi je voudrais savoir quelle est la situation des femmes qui n'en font pas, à titre d'exploration. En revanche, pour la prostate, quand le monde entier dit que ça ne sert à rien, et que nous on continue, parce que c'est une habitude, ça coûte quand même 310 millions d'euros. 310 millions d'euros, vous imaginez, chaque année, cet examen inutile. Non pas quand quelqu'un a une maladie de la prostate qu'on veut surveiller par le dosage, je ne rentre pas dans les détails, on va faire un cours d'urologie, mais pour votre réponse, c'est pas au médecin à dire « Ah non, madame, votre mammographie, il ne faut pas la faire », ce serait complètement absurde. J'ai jamais exprimé le moindre jugement sur ce sentiment. Je dis simplement que quand la science dit que ça sert à rien et qu'on continue à le faire parce que c'est dans les journaux et que effectivement les journaux quand même dans ce domaine sont quand même financés par d'autres structures que la science, et il faut savoir à un moment donné dire non à la rumeur. En revanche, pour le cancer du sein, actuellement, un médecin serait condamné pour avoir dit à une femme c'est pas nécessaire de faire une mammographie. La question que je posais, c'était que je demande à la science de valider ça. Et que j'ai des tas d'éléments pour penser que c'est peut-être plus compliqué que ce que l'on peut en dire. Mais là, ma réponse est très simple. Pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté. Une autre question? Oui, moi j'aimerais, peut-être que je vais être un peu hors sujet, mais on ne parle pas des laboratoires. Parce qu'il y a quand même une complicité aussi entre certains médecins et des laboratoires. Et les laboratoires qui créent des maladies avant même, enfin qui font les médicaments et qui créent la maladie. Par exemple, pour la prostate, on le savait, il y avait plein de médecins qui disaient que c'était exagéré tous ces examens, toutes ces
Voilà. Donc, c'est lié quand même. Oui, vous avez raison. Les Anglais ont une excellente expression pour ça. Ils disent, autrefois, on trouvait a pill, un médicament, for an hill. Et maintenant, on dit an hill for a pill. C'est-à-dire il faut trouver une maladie qui permette aux médicaments. Et le marché du futur, il est sans fin. Sans fin. Parce qu'on voit très très bien que depuis 20 ans, pas d'antibiotiques, pas d'antihypertenseurs, chimiothérapie, quelques-unes, même miraculeuses, quelques-unes. Pour le sida, remarquable. Moi, j'étais de la génération du sida, c'est stupéfiant. Quelques médicaments pour le rhumatisme. Donc, il y a des progrès thérapeutiques, en même temps saisissants, mais on voit très bien que le marché, en tant que peut pas se satisfaire des maladies rares et des maladies comme le sida, l'hépatite C, ça va pas durer très longtemps. Le marché de l'hépatite C, ça va durer 4-5 ans. Après, il va s'effondrer. Il faut gagner de l'argent très vite. Le marché du bien-être, lui, il est sans fin. Le marché, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'addiction, on voit très bien comment les entreprises vont se lancer dans des médicaments des systèmes nerveux qui font que on pourra boire sans être ivre et sans boire trop. C'est-à-dire qu'au bout de 2 verres, on s'arrêtera, on n'aura plus envie de boire. On fera fumer 1 cigarette, 2 cigarettes, on n'aura plus envie de fumer. On prendra un peu de cannabis, mais pas trop. Et que probablement le marché de l'addiction va couvrir l'humanité. Et donc on aura une espèce de vie, une addiction aux médicaments. Alors évidemment, les marchés, c'est fabuleux. On n'aura plus l'addiction au tabac. Ce sera pas, mais les compagnies de tabac, elles sont ravies de ça, parce que ça permettra d'étendre le marché sans qu'il y ait l'angoisse du cancer. Parce que ce sera 2-3 cigarettes, il n'y aura pas cette espèce de sentiment d'avoir à fumer pour calmer son anxiété. Donc, je pense qu'il y a l'addiction thérapie humaine, elle est devant nous. Et que le médicament de la maladie, il est derrière nous. Il y aura quelques progrès encore. Il y aura toujours des maladies, certains cancers vont guérir encore, mais le marché, ce qu'il veut, c'est des médicaments pour la terre entière, la vie entière, et le plus grand nombre. Et que les malades, ça n'intéresse pas le marché. Parce que les malades, ils ne sont pas très nombreux, en fin de compte. La maladie, elle est rare. Le sentiment de bien-être, il est universel. Et donc, c'est dans cette... au fond, à partir du moment où, depuis 20 ou 30 ans, la médecine est rentrée dans les reîtres, que ce soit des produits de santé, dans les médicaments, elle est prise pour le meilleur et pour le pire, parce que ça fait des emplois, ça fait marcher l'économie, mais elle est prise dans les grilles d'un marché qui cherche à identifier quelles sont les pistes pour le futur les plus rentables. Et que j'ai le sentiment que malades et médecins ont fini par être au service de quelque chose qui les dépasse tous les deux. Et qu'il est extrêmement difficile pour l'un et pour l'autre de résister à un discours sur la santé. Ça paraît porteur d'une telle évidence que dire non à quelque chose qui peut améliorer votre bien-être, mais au nom de quoi? Et peut-être qu'au nom de l'économie, ça paraît un peu triste, un peu... Simplement, c'est que on est quand même le pays d'Europe qui dépensons le plus pour notre santé, même si on a une des meilleures santé au monde, de meilleurs services de santé, on ne peut pas faire l'impasse sur la dette que nous accumulons pour nos arrière-petits-enfants jusque dans les années 2453, 2852. Petite anecdote, et après je donne la parole. Petite anecdote pour la dame qui vient d'intervenir sur les laboratoires. En 1997, le directeur du laboratoire Merck se lamentait, il aurait souhaité devenir vendeur de chewing-gum parce qu'à ce moment-là, il pouvait couvrir de son commerce la planète entière. Et il pressait ses directeurs de pharmacologie de lui sortir de nouvelles molécules
arrive un consultant de MIT qui lui dit « Cher monsieur, pourquoi vous escrimez-vous à trouver de nouvelles molécules? Trouvez donc plutôt de nouvelles maladies. » On a inventé le principe du seuil pathologique, prédictif et pathologique du LDL cholestérol, qui était à 2, puis qui est passé à 1,60 à l'époque. Eh bien, entre 1997 et 1998, lorsqu'est sortie une molécule qui s'appelle le Crestor, je crois, simplement d'avoir abaissé artificiellement, sur l'avis du consultant du MIT, qui finance par ailleurs les sociétés savantes de cardiologie qui, elles, vont valider la nécessité de descendre de 2 à 1,60 le taux de cholestérol, ils ont gagné 4,8 millions de dollars. Milliards de dollars en un an. Ça ne s'est pas arrêté là. On a descendu de 1,60 à 1,40, de 1,40 à 1,20, de 1,20 à 1, on en est à 0,70. Je ne vais pas m'inscrire pour dire c'est bien ou pas bien. Je ne suis pas qualifié. Je fais juste le constat que ça a été un coup génial. Ils ne se sont pas arrêtés là. Les Américains ont inventé le syndrome de Sissi. On invente les maladies. Sissi, le syndrome de Sissi, c'est la maladie de ces femmes qui sont trop joyeuses. Extraordinaire. Extraordinaire. Il faut leur donner des calmants. On a inventé le syndrome prémenstruel, qui est une physiologie. On en a fait une pathologie. Qui n'existe pas au Japon. Donc c'est extraordinaire. Donc, simplement pour dire, défiance, constamment défiance. Parce que c'est à nous qu'on s'adresse, nous consommateurs. Allez-y, madame. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur le non, c'est-à-dire le refus d'un acte diagnostic complémentaire, voire même substitutif parfois, à un examen clinique de la part d'un médecin. L'intervention du jeune médecin, là, justement, me conforte dans cette idée. C'est que, d'une part, maintenant, la santé, on l'a bien compris, relève du domaine médico-économique, avec un cadre réglementaire, législatif, avec des impositions comme le développement personnel continu pour les médecins, obligatoire, les certifications par la Haute Autorité de Santé pour les établissements, avec tout un tas d'exigences derrière, et notamment la pertinence des actes. Donc on en vient là au refus aux patients de certains actes. Et moi, ma question, c'est, pour être clair, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser des questions sur la formation initiale des médecins en fac de médecine, qui apparemment ne savent plus faire un acte, un diagnostic à partir d'un examen clinique sérieux, qui prend le temps qu'il faut, peut-être aussi un accompagnement par un médecin senior. Est-ce qu'il ne faut pas les former davantage sur la e-santé, la télémédecine, puisque maintenant le patient est un patient éclairé. Lorsqu'il vient voir un médecin, il a déjà été sur Internet, il s'est déjà informé, il sait parfois faire son propre diagnostic, il sait parfois ce qu'il va demander comme examen complémentaire. Et il y a aussi l'aspect relationnel, c'est-à-dire est-ce que le médecin avec le patient prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'il a été formé à ça? Écouter son patient, tenir compte de ses réflexions, de ses appréhensions, de ses craintes, parce qu'on est confronté parfois à des pathologies vraiment très graves ou qui sont chroniques, donc très invalidantes à tous les niveaux, et qui impliquent aussi derrière leur entourage. Ils ne sont pas seuls. Souvent, derrière, il y a une famille
qui subit donc les conséquences collatérales de ces pathologies. Et voilà, on est face à une responsabilité accrue du médecin dans sa relation avec le patient et l'entourage du patient qui souvent l'accompagne. Donc, est-ce que la question est-ce qu'il ne faut pas se poser la question sur, comment dire, une restructuration de la formation initiale des futurs médecins de demain? Merci. Non, mais oui, la réponse est très simple, oui. Le problème, c'est que on est dans une béance chronologique, c'est-à-dire que les générations actuelles d'enseignants ont oublié. Au fond, il y a un peu de fossé. Et que, moi, je pense que alors que les Américains reviennent à l'examen clinique, nous, on s'en éloigne de plus en plus. Donc, vous avez 1000 fois raison, c'est comme ça, mais c'est pas simplement... les autres pays européens ont trouvé aussi d'autres méthodes, qui sont des méthodes de filtre, c'est-à-dire que en dehors de l'urgence, la demande d'un examen coûteux passe par une commission d'évaluation. Ce qui fait que l'Allemagne termine l'année 2014 avec, je crois, 21 milliards d'euros de bénéfices de l'assurance maladie. Nous, on termine avec 9 milliards de déficit, 32 milliards de différence pour une population de 15% supérieure. Donc ils ont trouvé des méthodes. Les Allemands ne sont pas plus mal soignés que les Français. Simplement, ils n'ont pas un accès aussi facile, aussi individualisé, aussi j'ai droit à. C'est simple, ça reste une procédure complexe, une procédure filtrée. Il y a le sentiment que c'est pas un droit absolu, sous prétexte que ça concerne la santé. Il y a que les Anglais c'est pareil, les Italiens. Donc la France se singularise par cette ouverture sans limite d'un désir et avec celui qui, en fin de compte, agite les marionnettes, qui est celui qui produit. Et donc, c'est le marché. Et donc, il y a une naïveté extraordinaire à penser que les questions de santé sont des questions qui intéressent les médecins et les malades. En fait, nous sommes dans un marché, comme le marché en général, c'est pas la diabolisation du marché, c'est simplement... Le marché, c'est pour aussi très très bien, ça veut faire progresser les choses, mais il y a un moment où, si le marché n'a pas de limite, pas d'entrave, eh bien, il a repéré que là, il y avait le ventre mou du futur, et que c'était là où il fallait investir. Et moi, je suis extraordinairement impressionné par l'usage que les Français vont donner par leurs données connectées, leurs bracelets à Google, etc., qui lui va les vendre extrêmement cher à des laboratoires. Et alors les gens disent ah oui, on s'était pas rendu compte qu'on pouvait savoir si on avait marché dans la rue très vite, pas très vite, ce qu'on avait fait, parce que au fond, comme vous parliez tout à l'heure des pas, j'étais au Sénat il y a 10 jours pour parler des données de santé. Et le directeur Etalab, qui est un des directeurs en France des données publiques en général, me dit en me montrant son iPhone, j'ai eu la surprise de savoir que j'avais marché depuis 8 jours tant de pas, et Apple me demande si je veux continuer ce service. J'ai jamais rien demandé. Mais ça veut dire que votre Apple, si vous avez des Apple sait parfaitement combien vous marchez dans les rues d'Ajaccio. Bon, vous ne le savez pas, vous, mais un jour, vous allez recevoir sur Apple, est-ce que vous voulez continuer est-ce que vous rendrez service? Donc, toutes ces données qui vont être engrangées par Google, ben, c'est elles qui vont donner le là de ce qu'il faut avoir comme thérapie pour améliorer la marche. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas simplement un problème... trivial, c'est un problème, à mon avis, extrêmement grave sur le plan de la liberté humaine. Merci, Monsieur Sicard, pour votre réponse. Une question ici. Alors,
Alors je vous propose de convenir que ce sera la dernière question. Bonsoir, j'ai un témoignage positif avant qu'on aille s'endormir. Je voulais vous dire d'abord merci pour la première partie de votre mini-conférence. Je vous ai trouvé personnellement en colère. Je voudrais que vous sachiez que, bon, en Corse, on peut donner naissance à un enfant sourd. On peut aussi avoir le libre arbitre de refuser l'implant cochléaire, de laisser du temps au temps, de laisser l'enfant s'épanouir, de l'ouvrir vers la poésie. Poésie qui, à mon sens, elle doit comprendre, bien qu'elle ait une surdité sévère et limite profonde, puisqu'elle a passé son bac littéraire option art. Donc c'est vrai, monsieur le professeur, il y a 25 ans, quand j'ai prononcé ce mot, le professeur Olivier de Marseille nous avait conseillé de quitter la Corse, de se rapprocher du LSF. En réalité, chaque être est différent, chaque surdité est différente et chaque poème a sa musique. Et on peut élever dans cette île un enfant sourd qui vous apporte, et qui s'apporte d'ailleurs toute un bel objectif de vie. Voilà. Et ce que ça prouve d'ailleurs depuis hier et avant-hier, on voit ça que la Corse reste une des régions de France les plus humaines sur le plan des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan de l'accueil des personnes handicapées, sur l'accueil des personnes âgées. Donc c'est encore une société. Ce que je crains, c'est que ce que j'ai pu voir dans ma région d'Île-de-France, c'est cette indifférence croissante. Et que cette indifférence croissante fait le lit. Je ne veux pas être très pessimiste, mais j'ai l'impression que là, il y a une espèce de passage à vide où le rapport à l'autre se disparaît au profit du rapport à l'écran. Et il y a quelque chose là qui me paraît peut-être en même temps un lieu commun et en même temps une inquiétude. En tout cas, ce sera la grande leçon. On peut toujours dire non, en tout cas, dans tous les cas, non à l'indifférence. Merci de votre attention. Si vous le voulez bien, nous vous retrouvons demain pour la 4e journée de ces 9e rencontres avec, me semble-t-il, Jacques Testard en première partie de soirée et Jean-François Juliard en seconde partie. Bonne nuit à tous, merci de votre belle écoute.